Bon, mais bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est avec plaisir aujourd'hui que je vais faire une petite rétrospective sur mes travaux de thèse. J'ai pensé que ça pourrait vous intéresser, même si effectivement, pendant mes travaux de thèse, je ne me suis pas intéressé à des problématiques statistiques de nature épidémiologique ou pour données de santé. Mais je pense que ça peut quand même intéresser certains d'entre vous. Alors, c'est des travaux qui s'intitulent du coup enfin, je me suis intéressé à des méthodes de régularisation par construction de composantes que j'appelle des composantes supervisées dans le cadre des modèles linéaires généralisés à effet aléatoire. Et ce sont des travaux que j'ai réalisés pendant ma thèse à Montpellier, hein, sous la supervision de Catherine Trottier et de Xavier Brie. Alors, le cadre général qui nous intéressait, ce sont en fait des méthodes très générales de régression, hein, dans lesquelles il s'agit d'expliquer un ensemble de réponses Y, ici, au moyen d'un ensemble de covariables X. Vous voyez ma souris, au fait, ou pas, juste pour savoir? OK. Alors, mais quand on a un modèle conceptuel assez flou, on a tendance à avoir tendance à inclure un grand nombre de variables explicatives dans cette matrice X. Et quand on met en œuvre le processus d'estimation, du coup, il peut s'avérer on peut rencontrer des coefficients instables. Et dans des cas extrêmes, si on est dans un cas de grande dimension où le nombre de covariables dépasse le nombre d'observations, si on observe des multicollinéarités strictes, on peut bien sûr rencontrer des singularités dans le processus d'estimation. Donc ça, c'est ce qu'on rencontre classiquement dans un cas de grande dimension. Et pour contrecarrer ce problème, on est obligé de mettre en place ce qu'on appelle une régularisation du modèle. Et ce que j'entends, moi, par régularisation, c'est le fait d'introduire dans le processus d'estimation un ou des critères additionnels en supplément du critère usuel de qualité d'ajustement qui permet en fait de résoudre un problème qui était initialement mal posé ou, disons, de prévenir, d'éviter un surajustement. Alors moi, je me suis intéressé aux méthodes de régularisation dans le cadre des GLM. Donc là, on peut les catégoriser en deux grandes. Il y a deux grandes catégories de méthodes, disons. Les méthodes à base de pénalités, donc on retrouve ici la régression Ridge, la régression Lasso et l'élastic net qui fait un compromis des deux et qui a été étendu au GLM par Friedman et al. En 2010. Et il y a aussi les méthodes à base de composantes. Donc, on retrouve classiquement l'ACP, la PLS qui a été étendue au GLM par Marx en 96, et aussi ce qu'on appelle les composantes supervisées, donc qui a été proposé, donc là c'est par mon directeur de thèse et certains de ses co-auteurs, hein, et qui s'appelle la régression linéaire généralisée sur composantes supervisées. Donc ça, c'est un ensemble de méthodes dans le cadre des GLM. Et moi, je me suis intéressé aussi, dans ma thèse, en fait, au GLM, mais avec des effets aléatoires, donc les modèles linéaires généralisés mixtes. Et dans ce cadre-là, les méthodes de régularisation disponibles étaient à l'époque beaucoup plus rares, puisqu'en fait, il en existait essentiellement deux, hein. La régression Ridge pour des données gaussiennes et la régression Lasso, donc là, dans un cadre plus généralisé, euh, donc en fait, dans toute la classe des modèles linéaires généralisés à effet aléatoire. Et moi, mon travail, ça a été d'étendre, du coup, pendant mes travaux de thèse, d'étendre la régression linéaire généralisée sur composantes supervisées, mais dans un cadre beaucoup plus large de modèles linéaires généralisés à effet aléatoire. Voilà. Alors, je vais quand même revenir quelques instants sur les méthodes à base de pénalité pour vous expliquer pourquoi on ne les a pas retenues dans mes travaux de thèse, finalement, hein. Donc, je vous rappellerai ici que les méthodes à pénalité, ça consiste en fait à pénaliser la log vraisemblance par une certaine norme impliquant les coefficients de régression. Donc, si je choisis la norme Lasso, en fait, je vais rétrécir les coefficients vers 0, mais vu la tête la tête de la boule unité ici, eh bien, en fait, il va y avoir un certain nombre de coefficients qui vont être mis exactement à 0, ce qui explique que le lasso est utilisé surtout pour des questions de sélection de variables. La régression ridge ici, ça va se contenter de rétrécir les coefficients vers 0, mais sans forcément réduire les coefficients à exactement 0. Donc, ce qui permet, entre autres, de réduire la variance de l'estimateur obtenu. Et nous avons aussi la régression élastique net, qui est en fait un compromis des deux et qui permet en fait surtout de faire de la sélection de variables dans un cas de grande dimension. Alors, moi, je n'ai pas retenu ces méthodes à pénalité, tout simplement parce que moi, mon cadre d'intérêt,
je considérais en fait un grand nombre de variables hautement corrélées, mais qui sont vues comme des proxys de phénomènes latents qu'il s'agit de retrouver et d'interpréter. Donc, quand on a ce cadre-là, on ne peut pas se contenter de faire de la régression, de la sélection de variables, parce que quand on a, par exemple, quand on considère un groupe de variables extrêmement corrélées, pourquoi en choisir une plutôt qu'une autre? Et la régression Ridge, ici, n'est pas suffisante parce qu'elle ne permet pas d'explorer les structures multidimensionnelles des variables explicatives. Donc, on s'est plutôt tourné vers des méthodes à base de construction de composantes. Alors, pour rappel, les composantes, ce sont tout simplement des variables synthétiques, ici, qui prennent la forme de combinaisons linéaires des variables initiales. Et ces combinaisons linéaires, donc ces coefficients UH, là, c'est les coefficients des combinaisons linéaires construites, ils sont toujours obtenus en maximisant un certain critère sur des contraintes de normes. Ici, la norme des coefficients doit être égale à 1. Et la composante construite doit être orthogonale à toutes les composantes précédemment construites. Alors, le critère à maximiser dépend de la méthode choisie. Par exemple, pour l'ACP, le critère en question, c'est tout simplement la variance de la composante, ce qui permet de tenir compte de l'information contenue dans la matrice des variables explicatives grand X. Mais par contre, la construction de cette composante ne tient pas en compte du lien entre les variables explicatives grand X et la variable réponse Y. C'est pourquoi la régression PLS a été proposée. Et là, le critère, il prend la forme d'un compromis équilibré, si vous voulez, entre la variance de la composante et un critère de qualité d'ajustement que j'ai écrit sous cette forme-là, mais bon, peu importe. Donc, c'est un compromis équilibré qui tient compte d'une part de l'information dans X, parce que j'ai une partie du critère en fait, qui est la variance de la composante, et du lien entre X et Y avec la qualité d'ajustement. Alors, nous, on s'est posé la question au début de mes travaux de thèse, mais pourquoi cette régression PLS fait un compromis équilibré finalement? Pourquoi on ne se permettrait pas de flexibiliser le compromis, vous voyez ici, en proposant un critère qui flexibilise au moyen d'un paramètre S. Vous voyez, ce paramètre S, ça serait un paramètre de compromis qui serait réglé en fonction des données, qui varierait entre 0 et 1, et qui ferait du coup le compromis entre la variance de la composante et la qualité d'ajustement. Alors, on s'est posé cette question-là, et on a même décidé d'aller un petit peu plus loin, si vous voulez, en remplaçant le critère usuel de variance de la composante par un critère plus subtil, en fait, qu'on appelle la pertinence structurelle, et qui est définie, qui prend cette forme-là, donc qui est une forme un peu subtile. En fait, c'est une moyenne généralisée des corrélations carrées entre la composante XU et les variables explicatives XJ. Alors, c'est un peu difficile, mais vous voyez, ce critère de pertinence structurelle, il fait intervenir un paramètre L, qui est en fait un paramètre de résolution, ou on pourrait appeler ça un paramètre de localité. Et je vais essayer de vous l'expliquer sur un exemple très simple où j'ai 4 variables explicatives, x1, x2, x3, x4, comme vous le voyez ici sur le petit schéma. Alors, ce schéma, en fait, il représente la valeur de la pertinence structurelle pour différentes valeurs de L. Vous voyez, L égale 1, 2, 3 jusqu'à 50 ici. Mais la subtilité, c'est que c'est en coordonnées polaires. Alors, regardez, je vais vous expliquer brièvement. Si vous regardez, par exemple, la petite cacahuète ici pour L égale 1, eh bien, la valeur, la pertinence structurelle de la composante F que j'ai dessinée ici, vous voyez, eh bien, en fait, la valeur, c'est exactement la distance entre l'origine ici et ce point-là qui intersecte la courbe et la composante. Vous voyez? Donc, on peut calculer du coup la valeur de la pertinence structurelle pour cette composante pour L égale 1 ici, L égale 2 là, L égale 10 ici, 50, etc. Alors, le but de tout ça, c'est d'essayer de vous montrer le nombre de directions de pertinence structurelle maximale pour différentes valeurs de L. Alors, vous voyez, par exemple, si je me concentre sur L égale 1, ici, ben, je vois que j'ai qu'une seule direction de pertinence structurelle optimale, qui est cette direction rouge que j'ai tracée, ici. Donc, dans ce cas-là, ces 4 variables explicatives-là, elles sont vues comme un unique faisceau de variables. Vous voyez, j'ai une unique direction de pertinence structurelle maximale.
Et du coup, voilà, ces variables-là sont vues comme un unique faisceau. Maintenant, si j'augmente un petit peu la valeur de L, donc si vous voulez, je vais agrandir la résolution du problème, je vais affiner la résolution du problème. Et par exemple, pour L égale 4, je n'ai plus une seule direction de pertinence structurelle maximale, mais j'en ai deux, qui sont les deux directions rouges, les deux directions bleues, pardon, que j'ai dessinées ici. D'accord? Donc, dans ce cas-là, pour L égale 4, ces quatre variables, elles ne sont plus vues comme un seul faisceau, mais comme deux faisceaux comportant chacun deux variables explicatives. Vous voyez? Et si j'augmente encore la pertinence structurelle jusqu'à L égale 50, par exemple, là, chaque covariable constitue son propre faisceau. Voilà. Donc, j'espère que vous avoir fait sentir un peu le fait que ce paramètre L permet un peu de plonger dans cette matrice de variables explicatives afin d'essayer de trouver, selon les données, la bonne résolution du problème. Alors, je vais vous expliquer sur un exemple très simple l'importance de ce paramètre L. Vous voyez, donc là, je vais vraiment faire je considère un exemple élémentaire, vous voyez, où j'ai une variable réponse gaussienne à prédire, d'accord, au moyen d'un ensemble de variables explicatives grand X qui sont divisées en trois faisceaux. Le premier faisceau, c'est un gros faisceau de 10 variables, mais qui ne joue aucun rôle explicatif pour ma réponse Y. Et après, j'ai deux faisceaux de variables explicatives plus petits, mais qui conjointement prédisent Y. D'accord? Et maintenant, je vais comparer avec une petite application Shiny que j'avais préparée. Je vais essayer de comparer les régressions sur composante principale, les régressions sur composante PLS et la régression sur composante supervisée que j'ai mise en œuvre. Alors, je vais peut-être repartager l'écran ici. Vous voyez l'écran ici, normalement? Ouais? OK. Donc, vous voyez, sur l'exemple que je vous ai expliqué ici, si je mets en œuvre, donc là, vous voyez ici, si je mets en œuvre la régression sur composante PLS, qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne vous cache rien, le threshold, je mets à 0, je vous montre toutes les variables. Ben, qu'est-ce qui se passe? La première composante, si vous voulez, elle ne détecte pas qu'il y a deux faisceaux. Elle amalgame les deux faisceaux en un seul faisceau, si vous voulez, de variables, parce que la régression sur composante PLS, elle agit comme ça. Ça veut dire qu'elle cherche vraiment la combinaison linéaire qui va expliquer au mieux la réponse. Et ici, malgré qu'il y ait deux faisceaux bien séparés, elle les amalgame et du coup, pour moi, c'est assez néfaste en termes d'interprétation. D'accord. Et enfin, pour la régression PLS, la deuxième composante, elle s'aligne sur le faisceau de bruit parce qu'il est quand même assez important en termes enfin, il a une variance assez importante, ce faisceau, et du coup, la deuxième composante PLS s'aligne quasiment sur ce faisceau de bruit. Si je mets en œuvre, par contre, l'ACP, alors ici, je mets en œuvre l'ACP parce que j'ai un paramètre S qui est égal à 1 et un paramètre L qui est égal à 1. Et si si je pose S égale 1, L égale 1, je retombe, enfin ma méthode, disons, retombe sur l'ACP. Et ici, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que la première composante, comme c'est celle de variance maximale, elle s'aligne sur le faisceau de bruit, sur le faisceau de nuisance. Et la deuxième composante, elle ne permet pas du tout d'expliquer la variable réponse Y parce qu'elle passe exactement au milieu des deux faisceaux explicatifs. Donc ça, c'est pareil, c'est un peu dommage, si vous voulez, que l'ACP, dans ce cadre qui est pourtant assez simple, malgré qu'il y ait un gros faisceau de nuisance qui apporte aucun rôle explicatif, la première composante s'aligne sur le faisceau de bruit, la deuxième composante passe au milieu des deux faisceaux. Et c'est en jouant sur le paramètre de localité, justement, sur ce paramètre L, si je fais bouger ce paramètre L, et bien là, au bout d'un moment, je réussis à faire apparaître, si vous voulez, ces deux faisceaux, les deux faisceaux explicatifs, ce qui veut dire que la première composante va réussir à s'aligner sur le premier faisceau explicatif et la deuxième composante sur le deuxième faisceau explicatif. Oui. Donc voilà un petit peu l'intérêt de ce paramètre de localité. Ça permet en fait d'affiner, d'essayer de trouver la bonne résolution du problème en évitant de se préoccuper de variables explicatives qui n'ont pas d'intérêt a priori pour prédire ma réponse Y. Alors, je vais repartager ceci.
Donc voilà un petit peu comment a débuté mes travaux de thèse. C'était eh bien, sur ce phénomène-là, c'est-à-dire que malgré leur subtilité, la construction de composantes ACP et PLS n'était pas toujours adaptée au cadre, au cadre qui nous intéresse, c'est-à-dire eh bien, quand on a tendance à inclure beaucoup de variables explicatives, malheureusement, il se peut qu'il y en ait qui soient très corrélées entre elles, mais qui n'apportent pas d'informations. Et du coup, il vaudrait mieux essayer de les mettre de côté et se préoccuper vraiment des variables les plus importantes. Hop là. Alors moi, du coup, mon travail, ça a été d'une part d'étendre la méthode que je viens de vous illustrer au modèle linéaire généralisé à effet aléatoire, se permettre aussi d'avoir un cadre où je n'ai pas qu'une seule réponse à prédire, mais un ensemble de réponses Y à prédire, chacune pouvant avoir sa propre distribution. Hein. Certaines peuvent être continues, discrètes, catégorielles, etc. Et aussi pouvoir inclure des variables que j'appellerais des variables additionnelles, ou on pourrait appeler aussi dans le cas des données épidémiologiques, par exemple, on pourrait dire, on peut aussi inclure des facteurs de confusion comme le sexe, l'âge, etc. Alors, je vais vous Moi, expliquer dans un premier temps. Oui? excuse-moi, Jocelyn, c'est Cécile. J'ai peut-être raté un truc. Comment tu estimes, elle, ton paramètre? Alors, en fait, ici, c'est vrai que je n'ai pas parlé pour l'instant d'estimation. En fait, ce paramètre L, tu vois, ce paramètre, en fait, si tu veux, j'ai trois paramètres à régler. Le nombre de composantes que je vais construire, le paramètre S qui règle le compromis entre la pertinence structurelle et la qualité d'ajustement, et ce paramètre L qui règle la résolution. Et ces trois paramètres, en fait, ce sont, si tu veux, des hyperparamètres, hein, des paramètres de réglage, et eux, ils sont calibrés par validation croisée, en pratique. Voilà, ce n'est Ok. pas des paramètres Non, estimation. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas oui, des je comprends. C'est comme ton nombre de composantes par validation croisée. Voilà, c'est ça. Ok. Je vais les régler par validation croisée. Hein. Voilà, dans la suite. Je vais vous expliquer ça. Alors ici, je vais du coup, ça c'est le plan de la suite de l'exposé. Donc d'une part, je vais vous expliquer le jeu de données que j'avais à traiter, donc le jeu de données qui a inspiré la construction de la méthode. Ensuite, je vais vous parler de la méthode. Je vous illustrerai un petit peu la méthode sur des jeux de simulation. Je reviendrai sur les résultats que j'ai obtenus sur jeux de données réels avant d'esquisser une petite conclusion et perspective. Alors, le problème que j'avais à me confronter pendant ma thèse, c'était de modéliser et prédire en fait l'abondance d'espèces d'arbres dans la forêt tropicale humide du bassin du Congo que nous avons ici. Et si je zoome sur cette zone d'intérêt, je découvre que j'ai 2615 parcelles de terrain. Et sur chacune de ces parcelles de terrain, je dois modéliser et prédire l'abondance de 8 espèces d'arbres. D'accord. Donc, comme j'ai 8 abondances à prédire, je suis dans un cadre multivarié. Et comme il s'agit d'abondance, ben, j'ai affaire à des données de comptage. Et du coup, dans un premier temps, on a pensé à mettre en œuvre un GLM multivarié pour répondre à ce problème. Le petit x, c'est que pour prédire ces abondances, j'avais à ma disposition 56 variables environnementales hautement corrélées, donc dont je vous ai mis la matrice enfin, la carte des corrélations ici. Donc, si je ne fais pas de régularisation, de toute façon, j'ai essayé de toute façon d'ajuster un modèle GLM classique, ça ne marche pas. Hein, ça ne tourne pas, il y a des singularités partout qui apparaissent. Et j'ai deux variables additionnelles en plus, bon, je n'y reviendrai pas. Et je vais mettre en œuvre donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en œuvre une régularisation en construisant des composantes supervisées qui ont la particularité d'être communes à l'ensemble des variables réponses. Dans la version initiale de la régression linéaire généralisée sur composantes supervisées, les parcelles de terrain étaient supposées être indépendantes les unes des autres, alors qu'en fait, ce n'est pas vrai puisque elles sont groupées en 22 concessions forestières. Et donc, nous, on a choisi de prendre en compte, si vous voulez, ce regroupement des parcelles en concessions au moyen Enfin, on a modélisé la dépendance des parcelles au sein d'une même concession au moyen d'un effet aléatoire.
Alors, pourquoi on a choisi ça? C'est parce qu'en fait, chacune des concessions forestières ont leur propre sylviculture, leur propre moyen de compter les espèces d'arbres, etc. Et donc, c'était assez pertinent de prendre en compte ce regroupement de parcelles. Alors, au niveau de la méthode, comment on a essayé de mêler, si vous voulez, ce modèle linéaire généralisé aléatoire et construction de composantes? Alors, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors, je reviens brièvement sur les notations. Donc, grand Y, ça sera ma matrice de variables réponses. Grand X, c'est ma matrice de variables explicatives qui sont nombreuses et redondantes. Petit a, c'est ma matrice de variables additionnelles, donc qui sont en général peu nombreuses et peu redondantes. Et U, ça sera ma matrice de design des effets aléatoires. Donc ici, c'est un effet aléatoire groupe, hein, c'est un effet aléatoire concession forestière, si vous voulez. Alors classiquement, comme on a affaire à un modèle linéaire généralisé à effet aléatoire, conditionnellement aux effets aléatoires, l'espérance de chacune des variables réponses, elle est reliée à un prédicteur linéaire eta au moyen d'une fonction de lien G. Et la particularité ici, dans ma méthode, c'est que en fait, le prédicteur linéaire eta, il y a trois termes qui apparaissent. Un premier terme qui fait intervenir la composante XU que je veux construire. D'accord? Donc ça, c'est un paramètre lié à la, à la matrice des variables explicatives. Un terme lié à la matrice des variables additionnelles et un terme faisant intervenir les effets aléatoires. Alors la particularité ici, vous voyez, c'est que le XU, il ne dépend pas de la réponse K. Ça veut dire que les composantes que je vais construire, donc ici j'ai pris le cas d'une seule composante, hein, vous voyez, j'ai qu'un seul XU, qu'une seule variable synthétique, elle ne dépend pas de la réponse K, et du coup, puisqu'elle ne dépend pas de la réponse K, ça veut dire qu'elle va être commune, cette direction XU va être commune à l'ensemble des réponses YK. Et du coup, elle est construite afin de, si vous voulez, capturer une espèce de dépendance structurelle entre les réponses YK. Vous voyez? Et une fois que j'ai construit ma direction XU, ce gamma K permet d'affiner, si vous voulez, de juger de la pertinence de la direction XU pour la kème réponse. Vous voyez? Voilà. Donc ensuite, toute la singularité des prédicteurs linéaires se trouve dans ce terme-là. Et ensuite, classiquement, les effets aléatoires sont supposés normalement distribués avec un paramètre de variance sigma k carré. Voilà. Alors, pour estimer ce modèle, alors on avait évidemment plusieurs choix a priori. On aurait pu, par exemple, écrire la vraisemblance, constater effectivement que de toute façon, elle s'écrit sous la forme d'une intégrale, proposer une approximation de la vraisemblance, comme ça se fait classiquement. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... Bon, ça, c'est assez coûteux, surtout qu'en plus de ça, il faut que je construise à chaque étape, si vous voulez, de l'algorithme, il faut que je construise ma ou mes composantes XU, hein, d'accord? Alors nous, on s'est plutôt penché sur un algorithme, sur une méthode moins coûteuse, en fait, hein, qui est basée sur une linéarisation itérative du modèle, qui est inspirée en fait, de l'algorithme des scores de Fisher dans le cadre des GLM classiques. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les GLM classiques, une méthode classique, c'est l'algorithme des scores de Fisher, aussi connu sur l'algorithme itérative Reweighted Least Square, et ça consiste en fait à linéariser le modèle et estimer de manière itérative jusqu'à convergence. Ben, cette méthode-là, la méthode qu'on a choisie, qui s'appelle l'algorithme de Schall, en fait, est inspirée de cette stratégie. Alors, sans trop rentrer dans les détails, ça consiste, au lieu de se focaliser sur les réponses initiales YK, on construit des pseudo-réponses ZK qui sont modélisées par le prédicteur linéaire plus un terme de bruit centré et de variance WK. D'accord? Et une fois que j'ai linéarisé le modèle, ensuite, il faut que j'estime que j'estime de manière itérative les paramètres du modèle. Le petit hic dans cette histoire, c'est que le U, mon loading, mon vecteur U, je dois l'estimer, et le paramètre gamma K, les paramètres gamma K, je dois les estimer ici aussi. Et du coup, j'ai un produit dans mon modèle linéarisé. En fait, il n'est pas linéaire parce que j'ai un produit U gamma K. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on a proposé une procédure alternée qui consiste à dire, bon,
étant donné tous les autres paramètres, étant donné tous les gamma k, delta k, xi k, etc., je construis ma composante XU. Et une fois que j'ai construit ma composante XU, j'estime les paramètres au moyen de l'algorithme de Shal classique. Voilà, donc il y a une petite subtilité due au fait que j'ai un produit U gamma k. Alors l'étape 2, elle est facile parce qu'une fois que j'ai construit ma composante XU, alors là j'ai mis cette slide à titre informatif, mais c'est juste pour vous expliquer qu'une fois que j'ai construit ma composante XU, l'algorithme de Shal induit ce système-là, et du coup, ça me permet d'estimer mes paramètres gamma k, delta k, xi k, et de mettre à jour mes composantes de la variance. Donc ça, c'est assez classique. Je n'y reviendrai pas plus en détail. Le plus dur, c'est de construire ma composante XU, qui est l'étape 1 en fait. Et je vous rappelle que ça consiste en fait, cette composante XU, elle est construite en maximisant un critère, donc un critère de compromis entre pertinence structurelle et qualité d'ajustement. La pertinence structurelle, elle est mesurée en fait par la somme de la norme de la projection des pseudo-réponses sur le sous-espace engendré par la composante et les variables additionnelles. Donc ça, c'est ce que ça veut dire, ce terme-là. D'accord? Et la pertinence structurelle est mesurée comme je vous l'ai expliqué au départ, au moyen de cette fonction phi ici qui dépend d'un paramètre de localité ou un paramètre de résolution petit l. Donc voilà un petit peu si vous voulez, le critère que je dois maximiser afin de construire mon loadings vector U, toujours sous contrainte de norme unité, hein, voilà ici. Donc voilà un petit peu les grandes lignes de la méthode, hein. Et je vais vous illustrer maintenant cette méthode sur un jeu de simulation que j'avais construit. Donc imaginez que j'ai deux variables réponses à prédire. Et pour expliquer ces deux variables réponses, j'ai une trentaine de variables explicatives, donc qui sont divisées un petit peu comme tout à l'heure en un grand faisceau qui ne joue aucun rôle explicatif et deux faisceaux plus petits. Donc le premier faisceau ici, vous voyez, le faisceau que j'appelle X1, il prédit uniquement la variable réponse Y1, et le faisceau X2 prédit uniquement la variable réponse Y2. Et là, pour vous expliquer, donc, au sein de chaque faisceau de variables, vous voyez, au sein de chacun des trois faisceaux, je vais régler la corrélation entre les variables explicatives au moyen d'un paramètre taux, ici, qui varie entre 0,1 et 0,9. Donc, si vous voulez, plus taux est important, plus les variables au sein de chacun des faisceaux sont corrélées. Et comme je suis dans un modèle linéaire généralisé à effet aléatoire, je considère que j'ai 10 groupes d'observations et dans chacun des 10 groupes, chacun des groupes, j'ai 10 observations. Voilà. Alors, dans un premier temps, je considère un modèle gaussien, en fait, où mes deux variables réponses suivent un modèle linéaire, un modèle linéaire mixte, en fait, hein, sans le côté généralisé. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir comparer aux méthodes existantes, surtout à la méthode Ridge ici, qui a été proposée en 2011, et aussi à la méthode Lasso, qui, elle, permet une généralisation. Alors, ce tableau ici, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que, alors, vous voyez, j'ai fait une centaine de simulations pour chacun des valeurs, pour chacun des paramètres taux ici, hein. Et donc, le premier tableau, il résume les paramètres de réglage obtenus par Lasso, Ridge et ma méthode qui s'appelle Mixed STGLR pour plusieurs valeurs de corrélation de taux. Alors là, ce qu'on observe, si vous voulez, c'est que pour le Lasso et pour le Ridge, plus la corrélation entre les variables augmente, plus les paramètres de réglage optimisés par validation croisée augmentent. Pourquoi? Mais parce que le Ridge et Lasso, si vous voulez, ils souffrent un petit peu de ces corrélations et du coup, ils augmentent le paramètre de pénalité afin de gérer au mieux les corrélations
entre les variables explicatives qui sont rencontrées par chacune de ces méthodes. Donc là, vous voyez, c'est assez clair, hein. Plus la corrélation augmente, plus les pénalités lasso et ridge augmentent. Pour la méthode mixte SCGLR, on observe la méthode avec le paramètre S, qui, je vous rappelle, gère le compromis entre la pertinence structurelle et la qualité d'ajustement. Ben là, ce qu'on observe, c'est que plus les corrélations entre les variables explicatives augmentent, plus mon paramètre S tend vers 1, se rapproche de 1, parce qu'on accorde plus d'importance à la pertinence structurelle qu'à la qualité d'ajustement dans ce cas. D'accord? Et enfin, du coup, mon nombre de composantes optimales. Donc, au début, les faisceaux sont très dispersés, parce que taux égale à 0,1, bon, mais les variables sont quasiment indépendantes, et du coup, je trouve qu'il me faut quand même 25 composantes pour capter, pour capter la bonne dimension du problème. Et enfin, quand taux est égal à 0,9, les faisceaux sont tellement étroits que je me compte que 2 composantes suffisent suffisent à capter suffisent à capter la bonne dimension du problème. D'ailleurs, il n'y a que 2 composantes utiles ici, hein. Je vous rappelle que le premier faisceau, il ne prédit rien. J'ai qu'un seul faisceau qui prédit Y1, un seul faisceau qui prédit Y2, donc le nombre de composantes optimales, c'est censé être 2. Voilà. Et enfin, le deuxième tableau ici, pour chacun des valeurs de taux, ben, j'ai mis une erreur ici, j'ai mis l'erreur relative sur l'erreur d'estimation, hein, des bêtas. Alors, si je ne fais pas de régularisation, ben, l'erreur, elle explose. Ça, c'est normal. Pour la régularisation de type lasso et ridge, il n'y a pas d'explosion, mais quand même, si vous voulez, ces méthodes-là, au final, n'aiment pas qu'il y ait trop de corrélation entre les variables. Alors, elles essayent de compenser ça avec leurs paramètres de régularisation, ça c'est vrai, mais l'erreur d'estimation augmente quand même, sans exploser, hein, elles augmentent. Et moi, ce qui se passe avec ma méthode, c'est qu'au lieu de souffrir de ces corrélations, j'ai l'impression qu'on en tire un peu, au contraire, on en tire profit, on se base sur ces corrélations pour construire nos composantes, et du coup, au lieu de voir l'erreur augmenter, ben en fait, c'est assez, bon, ça peut paraître curieux, mais on voit l'erreur diminuer, mais c'est normal parce que nous, voilà, la méthode est faite pour se baser sur des structures, euh, enfin, sur des structures importantes dans la matrice des variables explicatives. Alors, ce n'est pas bien sûr le seul avantage de la méthode mixte STGLR, c'est qu'en fait, l'avantage aussi, c'est qu'on peut visualiser, si vous voulez, les composantes construites et s'apercevoir, par exemple, ici, la première composante s'aligne sur le premier faisceau qui permet d'expliquer la variable Y1. Donc, vous voyez, ici, c'est assez clair, hein. Donc, on voit très bien que la variable Y1 est expliquée uniquement par le faisceau grand X, que j'avais appelé grand X1, et la variable, la réponse Y2 est expliquée uniquement par le faisceau Y2. Vous voyez? Et ici, si je pousse jusqu'à la troisième composante, je vois que ma troisième composante s'aligne sur le faisceau de bruit, en fait, malgré que ce soit le faisceau de variance maximale, hein. Vous voyez ici, ici, sur le côté, vous avez le pourcentage d'inertie, hein, capté par le faisceau, malgré le fait que le faisceau de bruit soit celui qui est l'inertie la plus importante, on ne le capte qu'en troisième position, et alors que les 2 premières composantes se focalisent vraiment sur les faisceaux qui permettent d'expliquer les variables réponses. Alors ici, c'est juste pour vous expliquer, c'est un petit peu le même jeu de données, mais pour vous dire que si vous voulez, je ne me contente pas de construire des méthodes qui font uniquement des réponses gaussiennes. Je peux aussi faire toutes sortes de réponses. Donc ici, j'ai choisi une première réponse qui suivait une loi de Bernoulli, une deuxième réponse de loi de Poisson. Bon, je ne peux plus comparer avec Ridge, bien sûr, mais je compare quand même à Lasso et aussi à des méthodes sans régularisation. Donc, en fait, il y a le même phénomène qui se passe, hein. D'une part, vous voyez, si je ne fais pas de régularisation, les erreurs sur les bêtas explosent complètement. D'accord. Le lasso, pareil que tout à l'heure, il n'explose pas, mais les erreurs augmentent quand même. Et avec la méthode que j'ai proposée, l'avantage qu'on a, c'est que les erreurs ont tendance à diminuer avec les corrélations que j'observe dans la matrice des variables explicatives. Voilà.
Et là, on a à peu près les mêmes schémas, à part que les faisceaux sont bien sûr plus resserrés, hein. D'accord? Donc en particulier sur le plan, 1-3, on voit toujours que Y1 est expliqué par le premier faisceau et Y2 par le deuxième faisceau. Alors, je vais maintenant passer aux résultats sur le jeu de données réel, hein. Donc, je vous rappelle que j'ai 2615 parcelles de terrain qui sont divisées en 22 concessions forestières. Je dois prédire 8 abondances, 8 abondances d'espèces d'arbres, aux moyennes de 56 variables explicatives hautement redondantes et 2 variables additionnelles. Et donc là, comme on a des données de comptage, comme il s'agit on a des données d'abondance, de comptage, et donc chacune des espèces ont été comptées sur chacune euh, sur chacune en fait des parcelles de terrain. Et donc on a mis en œuvre une régression de Poisson. Ici, hein, chacune des variables réponses est supposée suivre une loi de Poisson euh, avec un prédicteur linéaire eta k ici. Donc là, vous voyez le nombre de composantes H apparaître, hein. Donc le prédicteur linéaire a à peu près la même structure, si ce n'est que j'ai rajouté ici le fait que je pouvais avoir plusieurs composantes à construire. Et ici, du coup, ben voilà, je vais vous présenter comment j'ai, si vous voulez, comment j'ai estimé, enfin, c'est pas le bon terme, mais comment j'ai ajusté le nombre de composantes et les paramètres S et L. En fait, j'ai fait ça en 2 étapes pour éviter d'avoir une validation croisée qui soit trop importante, parce que quand je fais une validation croisée sur KSL, j'ai un triplet de paramètres à estimer. Il faut que je fasse une grille en 3 dimensions et ça commence à être bien explosif. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça en 2 étapes. Dans une première étape, si vous voulez, je regarde l'erreur de validation croisée en fonction du nombre de composantes ici, et cela pour différentes valeurs du couple SL. D'accord? Ici, je constate que, alors là, j'ai coupé à 5 composantes, mais après, ça remontait très légèrement ou ça stagnait. Je constate que 4 composantes, il y a un beau compromis, si vous voulez, à 4 composantes qui permet de capter la bonne dimension du problème. Et donc, dans une deuxième étape, j'ai affiné le réglage des paramètres S et L en fixant le nombre de composantes optimales à 4. Vous voyez? Donc là, ici, c'est fixé à 4. Et ensuite, ici, vous voyez, je regarde pareil l'erreur de validation croisée en fonction des paramètres de localité L et pour différentes valeurs de S. Donc là, vous voyez, je fixe mon nombre de composantes à 4 et je regarde ce qui se passe. Et ce qui se passe, en fait, ici, c'est que, vous voyez, pour des très petites valeurs de S, ben, je ne tiens pas du tout compte de la structure de mes variables explicatives, enfin pas du tout ou très peu compte. Et du coup, comme j'ai des variables extrêmement corrélées, les coefficients sont très instables et par conséquent, vous voyez, les erreurs de validation croisée sont assez hautes. À partir d'un certain moment, c'est assez curieux ce qui se passe, mais à partir d'un certain moment, les courbes se descendent d'un coup. Par exemple, ici, si je prends S égale 0,05, vous voyez, c'est la plus basse. Et donc là, ça signifie en fait que pour S égale à 0,05, je tiens suffisamment compte euh, alors, je tiens suffisamment compte de la structure, mais pas trop, afin de ne pas construire des composantes trop grossières proches des composantes principales. Vous voyez? Voilà, donc pour L égale à 3, je crois, ici, je trouve que c'est l'optimum, hein. Okay. Et enfin, pour les valeurs de S trop grandes, en fait, les composantes construites sont assez proches des composantes principales. Et du coup, on ne tient plus assez compte de la variable réponse. Et par conséquent, les erreurs de validation croisée remontent, en fait. Elles ont tendance à remonter. Et une fois que j'ai construit, du coup, ce H, enfin, une fois que j'ai calibré ce H, cette valeur de composante H, S et L, ben ensuite, pareil, je peux obtenir ici, vous voyez, des plans de composantes qui permettent de faciliter l'interprétation du modèle. Bon, alors ici, c'est vrai que je ne peux pas trop... Alors, ce que je peux dire ici, par exemple, vous voyez, ce qu'on voit, même si... voilà, ce qu'on voit ici, c'est que la première composante s'aligne sur des variables liées à la pluviométrie, hein, sur ces différentes parcelles. Et ces variables-là permettent de bien... Cette composante-là, pardon, cette première composante-là,
permet une bonne modélisation de certaines espèces, hein, voyez, la première, la deuxième, la sixième et la cinquième. Voyez. Et par contre, la deuxième composante, elle, vous voyez, c'est là où le paramètre L joue, c'est-à-dire qu'elle s'aligne sur un petit faisceau de variables, en fait, il y a très peu de variables pour expliquer cette composante. C'est lié à la variable altitude et la pluviométrie annuelle, vous voyez. Donc beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus, disons, étroit, un faisceau sans avoir beaucoup de variables à l'intérieur, et qui permet du coup une bonne modélisation aussi de certaines espèces. Et enfin, voilà, la troisième composante, elle s'aligne sur une partie des variables qu'on appelle EVI, qui sont obtenues par télédétection. Donc, elles sont des variables plus corrélées, voilà, plus corrélées, qui permettent une bonne modélisation des dernières réponses ici. Voilà, et donc du coup, avec ce truc-là, ça c'est juste pour vous montrer qu'avec la construction de ces composantes-là, j'ai une bonne capacité pour reconstruire les vraies cartes d'abondance. Donc là, par exemple, j'ai pris une espèce au hasard dans les 8 espèces que j'avais ici. Et ça, c'est les prédictions obtenues par validation croisée. Donc, la méthode, si vous voulez, permet de bien reconstruire les vraies cartes d'abondance dans cette région du monde. Donc voilà, je passe maintenant à la petite conclusion. Donc, je ne sais pas si j'ai été bavard ou pas. Ouais, peut-être, je ne sais pas. Donc, ce que je voulais vous raconter, voilà, c'était vous présenter la méthode qui s'appelle la régression linéaire généralisée sur composantes supervisées. Donc, mixte, c'est pour appliquer au modèle à effet aléatoire, hein. Et donc, je trouve que c'est un bon compromis, si vous voulez, entre GL2M multivarié, parce que j'ai quand même plusieurs réponses, et régularisation par construction de composantes. Alors, il faut savoir que cette méthode, du coup, comme je vous l'ai montré en jeu de simulation et en données réelles, permet de construire des diagnostics graphiques, hein, notamment des plans de composantes, qui permettent de bien juger quelles sont les réponses qui sont expliquées par certains faisceaux de variables explicatives. Et ça permet aussi, bien sûr, de faire ressortir quelles sont les structures à l'intérieur de ces variables explicatives qui permettent d'expliquer les réponses. Alors, comme je vous l'ai montré en simulation, c'est vrai que en général, les estimations sont plus précises tout simplement parce qu'au lieu de souffrir, de ces grosses corrélations au sein des variables explicatives, la méthode a tendance plutôt à en tirer profit. Et donc, voilà, ce que j'ai proposé, c'est généralement pour des méthodes, des données groupées, mais ça peut aussi servir à des données de panel. Et j'avais même une perspective sur des données d'épidémiologie dont je pourrais vous parler si vous le souhaitez dans la discussion. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis tout à fait dispo. Un grand merci, Jocelyn, pour ton exposé. Je ne me souviens plus, mais on peut applaudir. Et donc, est-ce qu'il y a quelqu'un des questions ou pas? Moi, j'ai une question. Ouais. Merci, j'ai trouvé que c'était vraiment super didactique. Pour une épidémio, j'ai adoré. C'est vrai. Alors, c'est qui parle du coup? Je ne vois pas. Cécilia, Samini. Ah, salut Cécilia. J'ai une question. J'ai souvent des questions un peu globales, moi. Je ne suis pas biostat, mais je me suis demandé si ça marchait bien aussi. J'ai l'impression que dans tes simulations comme dans l'application, les corrélations, la structure de corrélation des groupes de X, X1 et X2, ouais. est particulière. J'ai l'impression qu'il y a des... Enfin, c'est vrai que dans ta simulation, tu fais varier le taux, mais déjà, le taux, il ne diffère pas entre les deux groupes de variables. Et je me suis demandé à quel point les X1 étaient liés au X2 ou est-ce qu'il fallait que ce soit des groupes très disjoints pour que la méthode marche bien et améliore les choses par rapport à un jeu de données un peu plus mélangé où les choses sont beaucoup moins structurées. Ok, non, mais c'est une super question parce qu'en fait, en effet, dans les simulations, si tu veux, alors par exemple, si je remets mes simulations, voilà, ça c'est mon jeu de simulation. C'est vrai que ce que j'ai pas dit, c'est que le taux, il gère les corrélations à l'intérieur de chacun des faisceaux
Et en effet, c'est le même taux pour chacun des 3 faisceaux. Ça, c'était pour simplifier un petit peu la, la, la- la simulation. Et les faisceaux entre eux, ils sont indépendants, hein. Ça, c'est vrai que c'est assez important. C'est vrai que j'aurais dû le préciser. Ah oui. Ouais, ils sont indépendants. Ça, c'était pour vérifier, si vous voulez, parce que moi, si tu veux, ce qui m'a énervé si tu veux, je sais pas si tu vois, mais j'ai été très perturbé quand j'ai compris la régression PLS au début de ma thèse. Tu sais, avec l'application que j'ai montrée tout à l'heure là. Ce qui m'a énervé, c'est que la régression PLS, t'as vu, elle amalgame les faisceaux alors qu'ils sont disjoints. Et ça m'a obnubilé, si tu veux. Et je ne veux, je ne, si tu- j'ai été un peu perturbé par ça. Je ne veux absolument pas, enfin, je voulais pas que ma méthode, si tu veux, euh, euh, amalgame des faisceaux qui sont disjoints. Du coup, dans mes simulations, j'ai fait des faisceaux disjoints et je voulais que chacune des composantes s'aligne sur enfin, tu vois, je voulais essayer de montrer que la méthode permettait de reconstruire les faisceaux qui ont généré les variables réponses. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends, mais en pratique, enfin, c'est un cas extrême. Et en pratique, Ah oui, oui, non, non, mais ça, je reconnais que c'est un et, cas extrême. et dans ton application, ça se comporte comment parce que tu n'as pas trop montré les données descriptives des arbres là. Alors, dans l'application, alors ici, c'est l'application. Alors oui. Alors en fait, pardon, excuse-moi. Alors, vous savez que ce que j'ai, voilà. Si tu Ah veux oui, ici, voilà. Alors, ça, c'est vrai que j'ai montré que la carte des corrélations au départ. Alors, bon, ici, c'est vrai que dans les données réelles, les choses sont toujours moins structurées que dans notre imagination. Ça c'est vrai, hein, bon. enfin, c'est bien structuré quand même là. Hein. Mais effectivement, si tu veux, elles sont assez structurées parce que, alors, ici, par exemple, ouais, ces trucs-là, donc là, ici, ah oui, alors voilà, tu vois ici, tu as tout ce qui est EVI. Alors, les EVI, ce sont euh, des variables qui résument l'activité photosynthétique des arbres et qui sont obtenues par télédétection sur plusieurs mois de l'année, tu vois. Janvier, février, enfin voilà. Du coup, chacun des EVI est corrélé à son voisin parce qu'effectivement, ce qui se passe en février, il n'est pas décorrélé de ce qui se passe en janvier. Enfin voilà, donc il y a ce type Les de groupes sont variable-là. assez évidents. Pardon? Les groupes sont assez évidents à retrouver. Voilà, c'est ça. Effectivement, ici, il y a les EVI pour l'activité photosynthétique. Après, tu as des variables aussi anticorrélées. Donc, vous voyez, même tu as des variables corrélées ici qui sont liées plutôt aux activités. Enfin, même ici, tu as des activités pluviométriques qui, elles sont liées aussi forcément. Et tu as aussi des variables qui sont ouais, anticorrélées. Donc, effectivement, les groupes sont assez clairs, mais ils sont pas. Mais tu vois, j'ai pas des corrélations à exactement 0 entre mes groupes, hein. Ça c'est clair, hein. Mais les groupes sont assez séparés, ouais, ça c'est sûr. Mais pour compléter la question de Cécilia Josselin, est-ce que tu as quand même essayé de regarder comment se comporte ta méthode quand tu n'as pas des corrélations nulles entre les groupes, justement? Alors, tout à fait. Donc, ça, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais dans les simulations. Ah, entre les groupes, tu veux dire? Oui. Alors, non, ça, j'ai pas fait. Ça, j'ai pas essayé. Enfin, j'ai pas essayé. J'ai pas montré Si tu veux. Alors, ce que je peux dire dans un premier temps, c'est que, voilà. Tu vois ici, même à l'intérieur, tu vois ici, à l'intérieur de chacun des groupes, à l'intérieur de chacun des faisceaux, ici, j'ai mis une corrélation à 0,1. Tu vois, la méthode, elle marche moins bien. Alors ça, c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Alors c'est un oubli et c'est pas pour. Mais clairement, la méthode ici, ma méthode, elle marche moins bien que Ridge et Lasso. Tu vois, au niveau des erreurs d'estimation. Pourquoi elle marche moins bien? Mais parce que ma méthode, elle recherche des structures. Elle essaye de se baser sur des structures fortes au sein de la matrice des variables explicatives. Et ici, il n'y a pas de structure forte. Alors forcément, elle ne va pas marcher. Ça, c'est le premier point. Elle marche moins bien. Elle se comporte comme s'il n'y avait pas de régularisation, en fait. Bon. Si par contre, les faisceaux commencent à être corrélés entre eux, là, je vais avoir... Alors,
j'avais essayé, mais j'ai pas montré les résultats ici. Si les faisceaux sont légèrement corrélés entre eux, ça marche, mais il ne faut pas s'attendre à ce que les composantes s'alignent sur les faisceaux, parce que dès l'instant où ils commencent à être corrélés, par exemple, la première composante va essayer de s'aligner sur le faisceau de la variance maximale, et après la deuxième composante, elle va, comme elle est contrainte à l'orthogonalité par rapport au premier faisceau, si tu veux, elle va peut-être passer légèrement à côté du deuxième faisceau. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc en général, quand les faisceaux sont corrélés, le, la, alors comment te dire, certains faisceaux, enfin certaines composantes ne vont pas s'aligner sur certains faisceaux. Ça c'est clair. Mais par contre, les erreurs d'estimation, au niveau de l'interprétation du modèle et des erreurs, on a des résultats similaires quand même. Un peu dégradés, ça c'est sûr, un peu dégradés, mais similaires. Et ensuite, j'allais dire, si les faisceaux sont trop corrélés entre eux, en fait, en vrai, tu vois, si tu as deux faisceaux, mais qui sont très corrélés, en fait, c'est qu'un seul faisceau. Enfin, bon, tu vois. Bon. Moi, c'était la même idée, Jocelyn, là, sur ta diapo précédente. Là, si tu as un paquet, non, même avant, alors, je sais plus. Ouais, voilà. Ici, tac, ouais. Ouais, ton X1 prédit uniquement Y1 et X2 prédit uniquement Y2. Ouais. Mais si tu as X1 pourrait prédire beaucoup plus Y1 que Y2 et inversement, X2 prédire beaucoup plus Y2 que Y1, mais quand même, chacun prédit un peu de l'autre. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors, j'ai fait une simu. Alors, j'avais essayé de faire une simu, parce que bon, j'ai fait plein de simus, mais tu sais, au bout d'un moment, c'est jamais fini les simus, en fait. Ça, j'ai appris ça. Alors, ce qui se passe, si jamais, par exemple, on pourrait imaginer une variable réponse. Enfin, tu vas me dire si c'est ta question, parce que je ne suis pas sûr d'avoir compris. Tu pourrais imaginer une variable réponse qui est prédite conjointement par deux faisceaux, par exemple. Oui. C'est ça que tu veux Oui, avec l'idée, parce que ton idée derrière, j'imagine, c'est qu'il y a quand même un paquet qui explique plus l'une que l'autre avec ton idée de composante, mais on peut imaginer quand même que c'est pas complètement disjoint dans ce sens-là, pas seulement disjoint. Tout à fait, tout à fait. Ben ça, j'ai fait une simu, je peux te montrer, c'était dans mes conclusions. Alors, j'avais fait une simu même en grande dimension, voilà. Ça, c'est en grande dimension, dans le sens où j'ai plus de variables explicatives que d'observations. D'accord. J'ai 4 variables réponses. Chacune suit sa propre loi. Alors là, je suis allé fort. Là, j'ai fait tout le truc. Allez, une qui est normale, une qui est Bernoulli, binomiale, Poisson. Enfin bon, il y a de tout là-dedans. X0, toujours mon truc toujours mes variables de nuisance qui jouent aucun rôle explicatif. Et là, tu vois, voilà. Y1 est prédit par X1, Y2 par X2, Y3 par X3 et Y4, la particularité, c'est qu'elle est prédite en même temps par X2 et X3, tu vois. Donc ça, c'était un cas pour voir ce qui se passe. Et là, alors voilà voilà un peu ce que je trouve. Donc voilà, tu vois, ici, on voit bien ce qui se passe, tu vois. Y1 X prédit par X1, Y2 par X2, Y4 qui passe au milieu des deux faisceaux, et Y3 qui est prédit par X3 ici, tu vois. Et alors, j'ai aussi essayé, parce que là, tu vois, ce qu'on se rend compte, c'est que le Y4, il passe exactement au milieu parce que les coefficients, ils sont égalitaires entre les deux faisceaux. J'ai fait aussi une simu où les coefficients n'étaient pas égalitaires, où le Y4 était beaucoup plus prédit par le premier, par X1, tu vois. En gros, j'ai fait bouger ce Y4 et je retrouvais ce qui se passait. Il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, ça marche aussi si bien sûr, certaines variables réponses sont prédites par une combinaison de plusieurs faisceaux, même, bien sûr. Bien sûr. Oui, c'est Rodolphe, là, donc j'ai levé la main depuis c'est vrai, ça, la fin Antoine, de la présentation. Je suis le seul à être discipliné dans ce groupe-là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. D'abord, je voulais te féliciter pour la pédagogie de ton intervention. Ah ben merci, c'est gentil. J'espère que tu vas faire beaucoup de cours parce que les étudiants vont se régaler. Mais moi, je suis en manque de cours, je vous le dis, je suis en manque de cours. Voilà. Tu es en manque de cours, tu es en manque d'exemples en épidémio, donc on va t'en donner. Hein, on va te donner des exemples en épidémio, tu vas pouvoir appliquer. J'ai beaucoup de choses potentiellement, on pourrait en rediscuter. Mais grave, ouais. Mais juste
tu l'as implémenté dans R ou ça, Ouais. Tu m'as dit, j'ai raté l'épisode là. Ouais, j'ai implémenté. Parce qu'en fait, comme j'ai vu que j'étais bavard, je n'ai pas présenté tous les trucs. Alors après, ouais, j'ai un package là. Ok. Il y a un package qui s'appelle SCGLR. Donc lui, c'est sans effet aléatoire. Et après, tu as un autre package mixte SCGLR avec effet aléatoire. D'accord. Et comme je vous disais, j'avais même, alors si tu veux, à la fin de la thèse, j'avais commencé à faire une application en épidémio. Donc, ouais, on pourra en discuter aussi. Et il s'agissait, si tu veux, alors je l'ai pas, bon, malheureusement, tu vois, cette application, bon, les données sont arrivées tardivement. Après, j'ai débuté le postdoc. Alors, bon, ben, c'est pas toujours facile de tout mêler. Enfin, voilà, j'ai pas réussi. Et voilà, bon, tant pis. Il s'agissait, si tu veux, de modéliser l'apparition de syndrome dépressif majeur. Bon, déjà, alors, bon, voilà. Donc, ce qui explique aussi, je me suis dit, bon, je suis en fin de thèse, est-ce que je fais ce jeu de données? Je ne suis pas sûr. Bon. Syndrome dépressif majeur, donc ça, c'était ma variable réponse. J'avais une seule variable réponse. Et j'avais plein de variables explicatives, notamment des mesures dans le cerveau, si tu veux. Ils ont fait, par exemple, j'avais, je crois, 500 variables explicatives, tu vois. Par exemple, tu sais, dans différentes aires du cerveau, dans différentes zones, le volume, etc. Donc ça, je pense que ça serait intéressant aussi. Oui, de toute façon, ça va être encore plus intéressant là, parce qu'on risque d'avoir une épidémie de dépression, mais juste. Oui, voilà, c'est ça. Non, c'est juste que, en fait, si tu veux, il y a. Enfin, par exemple, on a aussi des applications, mais Cécilia, qui t'a posé les questions au départ, c'est pareil. On a des applications dans lesquelles on a déjà fait tourner des méthodes concurrentes, RGCCA, SPLS, etc. Et donc, du coup, je pense que ça pourrait être intéressant, justement, sur des cas réels, de comparer avec ton approche. Donc, c'est quelque chose qu'on pourra rediscuter. Je note aussi la sous-représentation de l'équipe système dans les présents, ce qui… Ben oui, parce que je me suis dit, cette présentation, en vrai, elle s'adresse peut-être un peu plus… Parce que non, moi, je suis un peu à cheval. Regarde, Karen, Hélène, ils adorent. Hein, ils viennent à la grande… Mais moi, j'aime bien. Moi, je suis à cheval entre les deux. Moi, j'aime bien ça. Non, mais c'est juste qu'en fait, on a beaucoup d'exemples potentiels. Cécilia, on a plein aussi, j'en suis sûr, avec notamment des données omiques. Et du coup, ça te fait des bons exemples à très grande dimension où vraiment la discussion de la réduction de dimension, ça ne se discute pas, c'est intrinsèque. Et comme on a déjà utilisé d'autres approches, ça peut être intéressant pour toi de comparer. Voilà, je vais m'arrêter, je suis aussi bavard un peu comme toi, donc on en reparlera. Et du coup, ouais, mais avec plaisir. Et surtout que moi, j'avais un autre projet, là, pareil, sur ces méthodes, c'est d'injecter, si tu veux, une sélection de variables, c'est-à-dire d'avoir des composantes qui pourraient être parcimonieuses. Oui, notamment, c'est ce qu'on fait en fait. On fait de la SPLS et donc on essaie d'être sparse sur les composantes. Et moi, l'espoir que j'ai là-dedans, c'est que tu vois le défaut de la PLS que j'ai présenté au départ. Alors, j'avais essayé avec la sparse PLS, elle se comporte de la même manière, hein, si tu veux. Oui, c'est le même problème. C'est le même problème. C'est un problème d'amalgame, en fait, de faisceau. Et l'espoir que j'ai, c'est que si j'arrive à implémenter la sparse supervised component, si tu veux, ce problème d'amalgame disparaisse. Voilà, c'est l'espoir que j'ai. Bon, mais ça, pareil, c'est un projet. J'ai plein de projets, mais voilà, le truc, voilà, tu vois. Après, tu pourras faire du groupe sparse. Enfin bon, bref, on en reparlera. Voilà, il y a ça aussi, effectivement. Je vais me permettre de couper les bavards pour libérer ceux qui ont des choses prévues à 14 h. On va encore remercier Jocelyn du coup pour sa présentation et son travail.